On va faire un focus sur ce qu'a dit Bruno Retailleau sur les honnêtes gens. Voilà. Parce qu'en fait, il a dit ça. Voilà, je veux dire, on va écouter directement. Voilà ce que Retailleau a dit. C'est toujours un plaisir d'écouter Bruno. Quelle ligne, Bruno Retailleau? Parce que ça, c'est une question. Oula, je trouve ça quand même un peu fort dans mes oreilles. Je sais pas pour vous. Alors attends, on va baisser un petit peu. Que on vous fait un peu le reproche d'avoir une ligne conservatrice. Vous pensez que la France a envie d'une révolution conservatrice, Bruno Retailleau? Quand vous donnez une grande interview au JDD, parce que vous parlez différent quand vous êtes inter ou quand vous parlez au JDD, hein. Mai 68 a fabriqué des barbares, 40 ans de choix idéologiques qui ont déconstruit nos repères, fait exploser l'autorité à l'école, en famille, dans la rue. Mais bien sûr, moi, ma ligne politique, c'est pas ni libéralisme, ni le conservatisme, ou je ne sais quoi, c'est pas les ismes, c'est sur le racisme, si. La France des honnêtes gens, celle qui travaille, qui est silencieuse. Elle est silencieuse, pas parce qu'elle a rien à dire, mais parce que les hommes et les femmes politiques n'en ont rien à faire. Ah bah oui, bah oui. Ouais, là, il y avait un... Mais alors c'est la vidéo, je sais pas pourquoi la vidéo, elle s'est énervée, là, aucune idée, ouais, je sais pas pourquoi. Ils ont découpé la tranche en rondelles de saucisson pour s'adresser à des catégories, pour s'adresser à des minorités. Les honnêtes gens, mais c'est ceux qui bossent, c'est ceux qui ne cassent pas. C'est par exemple cet étranger qui est venu légalement sur notre sol, qui fait tout pour travailler, pour s'inscrire dans nos valeurs, dans notre mode de vie, et qui en a marre de voir que c'est un certain nombre d'étrangers, eux, fraudent, arrivent clandestinement. Ce sont ces pères et ces mères de famille qui se saignent aux quatre veines pour transmettre des valeurs à leurs enfants, et qui ne comprennent pas que d'autres familles qui laissent traîner des gamins de 10 ans, de 11 ans, tard le soir, n'aient pas à encourir un certain nombre de sanctions financières. Ouais. La France des honnêtes gens, voilà. La France des honnêtes gens. Et je sais qu'il y en a qui gobent ce truc-là encore. On va faire un... Parce qu'il dit qu'il veut parler de la France des honnêtes gens. On va regarder la France des honnêtes gens. Bruno Retailleau, il est chef du parti Les Républicains. C'est qui les honnêtes gens dans les Républicains? On va les regarder un petit peu. Bah, c'est Sarkozy, 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption. Fillon, 4 ans dont un ferme, plus 10 ans d'inéligibilité pour emploi fictif. Balkany, prison, ferme pour fraude fiscale. Juppé, 14 mois avec sursis pour emploi fictif. Chirac, 2 ans avec sursis pour emploi fictif à la mairie de Paris. 26 condamnations pénales de personnalités politiques, LR ou ex-LR. Voilà, tout simplement. Et ils sont où tes honnêtes gens là dans tout ce tintouin? 26 condamnations sur les 5 dernières années. C'est Check News qui avait décompté ça. Sur les 5 dernières années uniquement. Donc il n'y avait pas Chirac, il n'y avait pas Juppé, hein. Là je suis remonté loin. Non mais c'est scandaleux. Et tu viens là donner des leçons, la France des honnêtes gens. Et parce que non, j'en peux plus moi, j'en peux vraiment plus de jouer sur ce truc là, de dire que tu vas bah merci, bienvenue à toi. Oui, obligé de changer les noms tellement ils sont condamnés, je te jure. Ça devient très compliqué d'entendre à chaque fois les mêmes schémas, parce qu'en plus ça marche sur les gens, tu vois. Je vous dis ça parce que moi je l'ai vu avec des personnes de ma famille. Ça marche en fait. Eux ils sont là, ils disent ouais c'est vrai, nous les honnêtes gens, nous on se retrouve tout le temps à payer et tout, alors qu'il y en a qui profitent, machin, hein. Déjà ce mythe, je le fais assez souvent. Mais on va le débunker pour la 1000e fois, parce qu'en fait on le débunkera jamais assez. En fait, les fraudes sociales, donc celles qui sont le plus mises en avant par des gens comme Retailleau, c'est entre 1,5 et 3 milliards d'euros. D'accord, la fraude sociale à la prestation, donc ça veut dire je touche des aides, des RSA ou allocations chômage, alors que je ne suis pas censé en avoir, voilà, légalement. Ou alors parce que je travaille au black à côté, etc. Entre 1,5 et 3 milliards d'euros, ok, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. La fraude aux cotisations, ça c'est les patrons. C'est les gens qui déclarent pas, tu vois.
là, on est entre 6 et 8 milliards déjà. 6 et 8 milliards d'euros, tu diras déjà, ça commence à faire beaucoup. C'est plus, en fait. On devrait beaucoup plus parler de ça, tu vois, parce que c'est plus. Et maintenant, le taux de non-recours, et c'est important, je vous dis, de rappeler ces chiffres, c'est le nombre d'impôts, le nombre d'aides qui ne sont pas récupérées par des gens qui en ont le droit. Voilà, d'accord. Des gens qui n'en récupèrent pas pour plein de raisons, hein, soit par méconnaissance du système, des procédures administratives, ou tout simplement parce que ils ont honte. Voilà, honte, comme certaines personnes qui sont en galère et qui ont honte d'aller au Resto du Cœur pendant une distribution de plats, etc. Parce que voilà, dignité et tout. Et ben là, on est sur environ 5 milliards d'euros par an de prestations sociales qui sont dues et qui ne sont pas récupérées. Voilà. Donc en fait, tu te rends compte que la fraude aux prestations sociales, qui est entre 1,5 et 3 milliards, ça va. Par rapport à l'argent qu'on ne donne pas en fait. Et si je dois aller encore plus loin, la fraude à la fraude fiscale, elle s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros. Et toi, tu nous casses les couilles pour un gars qui a fraudé 600 balles de RSA. Entre 80 et 100 milliards d'euros de fraude fiscale, chacal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est les chiffres de l'adresse, la direction de recherche des études d'évaluation et des statistiques. C'est le service statistique officiel hein, du ministère des Solidarités, de la Santé et de l'Autonomie du Travail. Tous les chiffres que je vous ai donnés viennent de ça, du Secours catholique, d'Odenor, l'Observatoire de non-recours, de la CAF, de la Cour des comptes. Tout est sourcé. Et t'as envie de dire, et toi tu nous casses encore les couilles à nous dire que ouais, les gens ils sont honnêtes. Moi, tu veux qu'on parle des honnêtes gens? Viens, on va parler des honnêtes gens, on va débunker un deuxième mythe. Les honnêtes gens. Les honnêtes gens qui payent, qui disent rien et tout dans le silence. La classe moyenne et la classe ouvrière payent en moyenne 50% de ses revenus en impôts directs ou indirects. Tu vois, impôt sur le revenu, entre les taxes, etc. C'est environ 50%, d'accord pour les plus riches. Pour les 0,1% des plus riches. On est sur 46% d'impôts en équivalence, tu vois, qui payent. Et si on pousse encore un peu plus, avec les ultra riches, on est à 26%. Ils payent l'équivalent de 26% d'impôts, voilà, sur leurs revenus. Et donc, tu as envie de dire, ben, là, tu nous casses les couilles, encore une fois, avec les gens qui sont en bas, qui galèrent à ça, et tu dis à des gens de la classe populaire, comme le disait, je crois que c'était une phrase de Coluche, on fait croire aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est à cause de gens qui sont encore plus pauvres qu'eux. Ah, regarde lui là, regarde tout ce qu'il est en train de gratter comme alloc. Voilà, regarde lui, c'est lui qui plombe. Hein. Pendant ce temps, t'as l'autre qui est là-haut, lui 80-100 milliards. Hein. Trop au calme, 26% d'impôts en équivalence au total, d'indirect ou indirect. Impôt foncier, impôt rentier, impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thunes, petite rêve pour les anciens. Et c'est scandaleux en fait de faire ça, franchement. Et il y a aussi le harcèlement administratif qui suit que les prestations sociales sans raison, NAFTA, évidemment. Alors ça, c'est un truc de ouf aussi. Non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc c'est important pour moi de rappeler ces choses-là parce que tu les entends, ils sont tout le temps en train de te ressortir les mêmes poncifs. Et ça marche, je te jure, quand je vois des gens de ma famille qui adhèrent à ces propos, c'est pas de leur faute. Et parce que ça touche un biais émotionnel. Ils voient des gens qui ont l'air de pas taffer ou qui taffent pas. Et ils se disent, ben regardez, ça fout la rage parce que moi je taffe et je suis pas récompensé. Bah ouais, mais justement, il y a un problème. Si t'es pas récompensé, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça en fait qu'ils comprennent pas. Si t'es pas récompensé pour ce que tu fais, c'est que l'État, c'est que le système, il fonctionne mal. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas jouissif de dire je suis en galère alors que je travaille, tout ça. Ah bah tiens, le mec qui avait des aides, des allocations, il les a plus. Ah bah je suis soulagé, hein. Bah non, chacal.
T'es soulagé de voir quelqu'un qui n'a plus d'allocation, qui va se retrouver dans la merde. T'es soulagé de le voir à la rue parce que bah, c'est mérité. Mais toi, est-ce que ça va changer ta vie concrètement? Si tu me dis oui, c'est que mais t'es un fils de Satan ou une fille de Satan. T'es une raclure de fromage de chèvre. De te délecter de voir quelqu'un dans la merde, ça te permet, toi, de te sentir mieux en disant bon bah ça va, moi alors tant que l'autre il est plus dans la merde, en train de plonger dans la pisse, bah moi ça va en fait. Ah bah super en fait, super. C'est pas ça en fait la vie. Et tu te rendras compte qu'en fait c'est pas pour ça. Le but c'est que si toi tu mérites plus, il faut que t'aies plus. Faut pas que tu te contentes de voir quelqu'un qui a moins et de te dire ah bah au moins lui il a moins. Non, ça c'est une mentalité de raclure de bidet, c'est pas ça le but. Le but c'est que tu sois apprécié et aimé et récompensé à ta juste valeur. That's it, c'est tout. Donc si t'es là alors que tu mérites d'être là, faut pas juste te dire ah putain l'autre faut qu'il soit plus bas. Non, c'est faut que tu montes. C'est comme ça en fait qu'on doit réfléchir. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire que là, tu vois, t'es censé être dans le meilleur système pour Watt. Parce que je pense, quand je dis pour Watt, je pense à quelqu'un qui est entrepreneur, profession libérale, machin. Là. Toujours en train de nous dire oui, le libéralisme, la France, elle nous coule, machin. Chacal. T'as, depuis 2 mandats, un président, ça a été un banquier d'affaires, il était chez Rothschild. Tu peux pas faire plus raclure de libéralisme que ça. T'es bien? Tu t'en sors bien? La vie est mieux depuis 2 mandats? Non? Bah ferme ta gueule en fait. Tu comprends bien que le modèle il ne fonctionne pas. Tu comprends bien que cet ultralibéralisme, il ne fonctionne que si il y a une grosse partie des gens qui ne pourront pas en bénéficier. Il fonctionne que dans un rapport de force inégal. Bah voilà, bravo, bienvenue. Tu viens de découvrir le monde. T'as pris la pilule bleue. Mais vraiment, ces mythes là qui sont comme ça constants, c'est dingue. Ça me fend le huc en 3 quoi. Et il y a Zemmour qui a rajouté sa petite merde à l'édifice. On va écouter ce tocard. C'est en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que entre le Coran qui leur explique que les musulmans ont le droit d'agresser des juifs et des chrétiens parce qu'ils sont au-dessus. Et pardon. Alors là, je crois qu'on a fait un. Là, je suis sur un autre sujet. Là, je sais pas ce qui m'a pris. Là, j'ai lancé une vidéo. Je croyais qu'il allait parler de l'immigration, les gens bien machin. Là. Alors, je savais pas que le Coran disait qu'il fallait taper les chrétiens et les juifs, hein, parce que. Non mais, on est d'accord mot à mot. On connaît pas nous ce verset là. D'agresser des juifs et des chrétiens parce qu'ils sont au-dessus. Et l'éducation nationale algérienne qui leur explique que la France les a pillés, donc ils doivent se venger et donc profiter de toutes les aides sociales et donc agresser les Français parce qu'ils les ont eux-mêmes agressés. Attendez, l'Algérie a fait ça les gars? Faites venir des Algériens là, parce que vraiment... Ouais. Parce que là franchement, je sais pas d'où il sort ces infos Zemmour. Mais... Et genre ça pas et en face sur Sud Radio l'autre soit il dort soit oui voilà Mohamed il dit né en Algérie je suis venu pour ces raisons en effet. Non mais s'il vous plaît putain je savais pas, c'est incroyable. Bah, franchement je trouve que si c'était vrai monsieur Zemmour en vérité, ils sont nuls les Algériens. Hein. Ils appliquent super mal les ordres, hein, parce que normalement, le pays devrait être à feu et à sang si c'était ça. Enfin, je comprends pas. Pour la colonisation, tout ça est d'une cohérence impeccable. Pour Watt, c'est une cohérence impeccable pour Watt. Mais pour nous, personne sensée, on comprend juste pas du tout ce que tu viens de dire. Ça fait du sens que pour toi, avec des informations sorties de ton trou du cul, mais espèce de raclure de fromage de chibre. Mais tu peux pas dire ça sur un média français censé être un média d'actu journalistique et t'en tirer. Tu dois rendre des comptes, tu dois montrer les livres de l'éducation nationale algérienne qui montrent les passages que tu évoques. Tu dois nous sortir des enquêtes d'ONG
sur place. Chacal, tu peux pas juste dire ça et dire ça me semble très cohérent pour moi. Non mais là non. Tout ça s'explique. En plus, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, je pense qu'il y a un décalage historique. Et un gros bisou à Mourad Guichard, qui a un petit oiseau de nuit, qui nous fait l'honneur de son passage sur le chat. Et bah écoute Mourad, on découvre avec Zemmour qu'en Algérie, dans l'éducation, on doit normalement, voilà, les Algériens doivent violenter les Français, voilà. Et c'est totalement cohérent, comme il vient de le dire. Hein. Entre l'éducation que nous avons subie, nous, en France, depuis des siècles, et l'éducation qu'on subit dans la civilisation arabo-musulmane, ce que Norbert Elias appelait le processus de civilisation. C'est-à-dire que la France, depuis des siècles, avec l'Église, avec la monarchie, a canalisé les violences d'abord de ses nobles, puis de la bourgeoisie, puis du peuple, qui par un processus d'autocontrôle de ses passions, de ses pulsions, de ses émotions, dit exactement. Un homme, ça s'empêche. Exactement. Voilà. Ça, c'est le produit de plusieurs siècles de ce que Norbert Elias a appelé le processus de civilisation, qui n'a pas existé ainsi dans les pays arabo-musulmans. Là-bas, en Afrique et dans les pays arabo-musulmans, on a continué à... Attention là, ça arrive, je sais pas ce qu'il va dire, je découvre la vidéo avec vous. Avec la vieille répression féroce, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autocontrôle, mais simplement une répression féroce. Et ça marche très bien aussi. Oui. Je ne critique pas. Mais là, le problème, c'est quand on laisse venir... on coupe la main, exactement. Quand on laisse venir des gens qui n'ont pas subi ce processus de civilisation et qu'on les met sur le même sol que des gens qui ont subi ce processus de civilisation. Aïe. Donc en fait là, les immigrés, les gens issus de l'immigration n'ont pas eu le même processus de civilisation que les Français de souche. Aïe. En fait, quand il parle de civilisation, il parle surtout de domination, quoi, parce que il croit que la République, en fait, c'est un club privé, tu sais. Et si t'as pas les bons ancêtres, hop, t'as pas le pass. Sauf si tu décides de renier, hein, évidemment, ça passe, c'est génial. Mais en fait, civiliser, c'est le mot poli pour coloniser, quoi. C'est ce que je disais sur Telegram. Et ils veulent l'appliquer maintenant partout. Il y en a qui, évidemment, sont beaucoup plus violents que les autres, et on voit le résultat. Les premiers sont des cibles pour les seconds. C'est tout. Et la folie, c'est d'avoir laissé ces millions d'arabo-musulmans et d'Africains rentrer en France, alors qu'ils ont évidemment des processus de civilisation différents. Oui, alors... Ah, donc c'est une folie. Donc Chacal, c'est une folie d'avoir laissé ces millions d'Africains, d'Arabes, de musulmans sur le pays, d'accord. Quand il fallait envoyer des tirailleurs en première ligne face aux Allemands, là c'était pas une folie. En mode chair à canon avec des fusils qui étaient même pas chargés, ça c'était pas une folie. Ah non, c'est normal, faut défendre la mère patrie. Quand ensuite il a fallu les rappeler pour reconstruire le pays, c'était pas une folie non plus. Là, il n'y avait pas de problème de civilisation, c'était super. Et puis quand on s'est dit que bah, ce serait plus simple de les parquer là dans des cités provisoires, là c'était pas une folie non plus. Et puis quand après on s'est rendu compte que le système ne permettait que difficilement l'émancipation de personnes issues de ces cités, de ces quartiers, avec des origines un peu trop bariolées, c'est quoi? En fait, Chacal, toi tu veux qu'il y ait que des fils de diplomates qui viennent, quoi. C'est-à-dire que ou alors qu'on lave tes chiottes, quoi. Que juste on lave tes chiottes. C'est juste ça que tu veux. Ça me sidère en fait de pouvoir encore laisser une personne dire ça dans le plus grand des calmes, alors que tout ce qu'il dit est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Entre 80 et 85% des délits qui sont commis en France, c'est commis par des nationaux déjà. Les étrangers sont surreprésentés dans des infractions type logement et papier, mais pas sur les violences graves. C'est important hein, de le dire, hein, parce que ça c'est des chiffres, justement c'est une enquête de l'INSEE. Big up à NAFTA.
Ce que je veux dire, c'est que il y a même eu là c'est récent, le think tank Terra Nova, hein, qui est social-démocrate, qui a publié un sondage sur une étude sur l'immigration économique. Et sur les résultats, ils disaient que les Français ne sont pas opposés à l'immigration choisie d'ailleurs. Ils disent que l'Hexagone a besoin d'accueillir 310 000 immigrés par an d'ici à 2040. Ah oui, putain, par an. D'ici à 2040 pour assurer le financement de son modèle social. On a besoin d'immigration. Donc il faut mieux les accueillir. Voilà, il faut s'organiser parce qu'on en a besoin. On a une population qui est vieillissante. Si tu prends pas les analyses des gens dont le métier c'est de chercher, de faire des recherches, de travailler, bah après tu sors des infos sorties de ton cul et tu te dis que bah ça passe. Mais je suis désolé, on a un vieillissement il y a un Français sur 5 qui a plus de 65 ans. Et en 2050, ce sera près de un Français sur 3. Je sais pas si vous imaginez. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va doubler d'ici 2040. Et l'âge médian en France est passé de 32 ans dans les années 80 à 42 ans aujourd'hui. C'est incroyable. Et là, ils sont encore en train de nous casser les couilles sur ce mythe de la violence, etc. Mais parlons-en de la violence en plus. Parlons-en de la violence, le mythe de l'ultra-violence. Parce qu'en fait, souvent, on nous dit, ouais, la violence, elle a explosé, etc. Et tout. Ben, je veux bien, moi. Je veux bien qu'on en parle. Parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a des chiffres. Hein. Et les chiffres, ben, encore une fois, hein, ils vont pas aller dans votre sens. En fait, en gros, il y a le Centre d'études prospectives et d'information internationale, la CEPI, qui est rattaché au service au SIG hein, du Premier ministre, qui assure les immigrés ne sont pas à l'origine d'une augmentation des taux d'infraction dans le pays d'accueil. Voilà, déjà. Cash, merci, au revoir. Pour étayer ces propos, les auteurs, les économistes, Arnaud Philippe, Jérôme Valette, dressent un état des lieux des travaux, de la recherche sur le sujet dans plusieurs pays. Ils constatent qu'aucune étude ne trouve d'effet de l'immigration sur la délinquance. C'est en 2023, ça. Aucune étude ne trouve d'effet de l'immigration sur la délinquance. Je sais que c'est dur à croire, et pourtant, les chiffres du nombre d'actes de violence augmentent depuis 6 ans, mais selon une sociologue Renée Zoberman, ces chiffres ne sont pas une photographie exacte du niveau de violence en France. On peut d'autant moins se fier aux chiffres du ministère de l'Intérieur que de la définition des délits de violence. Comme la définition des délits de violence a changé dans les 40 dernières années, décrit Renée Zoberman. Et du coup, de ces enquêtes, les sociologues expliquent que les chiffres sont stables. En fait, ils disent ça parce que du coup, la violence a changé dans la définition et dans le fait d'être reportée, tout simplement. Alors pourquoi lui, sa théorie à Zemmour, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs en prison. Mais encore une fois, on a eu la chance de faire CKR avec un docteur en sociologie qui a fait sa thèse sur les aumôneries en prison et donc qui a passé des années et des années d'enquête en prison. Et il te dira que effectivement, les Arabes et les Noirs sont surreprésentés en prison, mais que le point commun de ces gens-là, de ces Noirs et de ces Arabes, c'est qu'ils viennent quasi tous majoritairement de quartiers populaires et de milieux précaires. Et que la précarité liée à des pressions de racisme, de discrimination, c'est le cocktail qui te pousse à la délinquance dans le pire des cas. Et c'est ça en fait l'explication. C'est tout. C'est pas un gène de violence, une incompatibilité de culture, de civilisation, qui est né juste qu'un mot pour parler de colonisation, comme je le disais, hein, quand oui, nous avons eu une civilisation, mais ces peuples-là n'ont pas eu assez de civilisation. Ouais, va te faire foutre. Et d'ailleurs, un petit gars là que j'ai vu sur Facebook qui a sorti un truc qui était assez intéressant sur une vidéo où il parlait en fait de toutes les vagues de violence dans l'histoire de France liées à des groupes de jeunes et que c'est toujours le même profil. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas une surreprésentation des Noirs et des Arabes. Il parlait des blousons noirs hein, dans les années 50-60, issus de quartiers populaires. Donc ils se retrouvaient en bande pour faire des vols, des actes de vandalisme, de baston, etc. Et dans les médias, ils étaient présentés comme le symbole d'une jeunesse décadente, d'une jeunesse déviante, très peu diplômée, c'est des chômeurs, des fils d'ouvriers, rupture avec l'école, etc. Il y a eu les Apaches. Ça, c'était
début du XXe siècle, des délinquants qui étaient entre 15 et 20 ans, à Belleville, à la Goutte d'Or, à Paris. Pareil, jeunesse marginalisée, sans emploi, pas de perspective d'avenir, donc ils étaient tout le temps en bande, etc. Donc ils étaient montrés tout le temps du doigt. Il y a eu les Gavroches du 19e siècle, pareil, des enfants abandonnés, issus de quartiers ouvriers, qui volaient, les Scuttlers à Manchester, des jeunes ouvriers blancs qui se baladaient en bande, armés pour en découdre, il y avait des problèmes liés à l'alcoolisme, des problèmes de logement, de chômage, bref, la cour des miracles au XVIIe siècle aussi, à Paris, où on retrouvait, alors là, c'était les mendiants, les voleurs, les prostituées, etc., accusés par la bourgeoisie de créer un sous-monde. Il y a les canuts de Lyon. En fait, la délinquance, elle est liée à la situation précaire dans laquelle tu es, et du quartier populaire dans lequel tu vis, point, that's it. Et tant qu'on laisse parler des gens comme Zemmour, sans contradiction, et ben en fait on va nourrir ce mythe que tous les gens vont gober, et c'est insupportable, vraiment. C'est insupportable. Je ne sais qu'est dur. Bref. Merci pour le raid. Jashugan36, désolé, j'avais pas vu le chat. Merci, bienvenue. Et les médias, évidemment, mon cher Moumou. Les médias, ça va finir par se savoir. Tiens, Mourad nous a envoyé un lien. Bah écoute, ma foi, on est en direct, on va regarder ce lien ensemble. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Paul Sugi, tribunal de Paris, 23e chambre. Les premiers casseurs de samedi soir défilent dans le box. Leurs profils sont sensiblement identiques les uns aux autres. Un journaliste assis derrière moi chuchote: j'espère que le suivant s'appellera Bernard et non perdu. Antoine Blanchet répond: cher confrère, on doit être dans un multivers judiciaire différent. Étant aux comparutions immédiates, il n'y a que 2 dossiers à passer. Un troisième dans une autre salle, et le premier prévenu s'appelle Aurélien. Oh la honte. Et à Moumou de rajouter: j'espère qu'une célèbre association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme va s'en saisir. Ah, tu parles de la LICA. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la LICRA, avant, s'appelait la LICA. Mais voilà, non. Après, ils se sont dit, franchement, je le fais, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Franchement, au début, ils se sont dit, hey, les gars, on va lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Bah ouais, mais c'est quoi le racisme? Ah, c'est défendre les négros et les bougnoules. Ah ouais, merde. Mais tout le temps ou Ouais, bah on verra hein, là. Parce que là, de toute façon, moi j'ai piscine. Lui, je crois qu'il a un barbecue. Non, on verra après. Hein. Ouais, non, parce que là, ça m'arrange pas, parce qu'en plus, on est en sous-effectif. Non, c'est chiant ton truc là, c'est chiant. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast: Spotify, Apple, Deezer.